précédemment dans Scrum Life. Regarde, on va faire ça pour les pros. Toute une gamme de bureaux modulaires avec des chauffe-pieds intégrés. Mais attends, là, c'est pas ton boulot, ça. C'est pas là-dessus, moi, que je t'attends. Moi, je t'attends plutôt sur la stratégie produit, tout ça. Nouvelle responsabilité, mais pas plus de moyens. On est en train de finaliser le configurateur de meubles là. Est-ce que c'est bon? T'as les derniers éléments d'habillage? Ah non, là, désolé, pour l'instant, je peux pas. Il faut que j'aide sur la dernière campagne de communication, là. Mais je vous ai dit d'ailleurs, je fais ça la semaine prochaine. Hein. Allez, faut que j'y aille. Salut. Ouais, Patrick, il est pas dispo. Ah oui, bon, ça m'étonne pas. Hein. De toute façon, on le voit jamais ici. Allez, c'est chaud là. Comment on va finir? Comment on va faire sans designer? Mais attends, tu te rappelles avec le patron? Il t'a dit de concevoir la stratégie du produit, hein, c'est bien ça, hein, les mots qu'il a utilisés. En gros, il t'a dit que t'étais le PDG du produit, non? Franchement, tu devrais carrément jouer le jeu, hein. Vas-y, là, embauche un designer. On a besoin d'un designer, on peut pas avancer. Vas-y, t'es le patron. Carrément, ouais. Ok, ouais, tentons ça. Bon, faut quand même que je réfléchisse un peu comment je vais l'amener, quoi. Si on se faisait un atelier, là, pour préparer nos arguments, justement. Ouais, ok. L'équipe Panda vient de découvrir quelque chose de fondamental. Dans une bonne équipe, les enjeux et les moyens sont alignés. C'est pourquoi l'équipe Panda va vouloir se structurer afin d'être réellement autonome pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Bienvenue dans notre série La gestion de produits en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de la métaphore de la start-up pour structurer une équipe produit. Je suis Constantin Gué, j'accompagne les équipes et les managers à trouver de meilleures façons de travailler. Et parfois, c'est en les aidant à construire des équipes produits vraiment indépendantes, comme j'ai pu le faire, même dans des grands groupes très réglementés. C'est possible et nous allons voir comment dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons regarder l'impact de comment se structure l'équipe par rapport à la fluidité du process, qui sera vraiment un des meilleurs indicateurs pour inciter à rendre une équipe autonome. Nous verrons ensuite l'impact d'une équipe autonome sur la capacité à décentraliser les décisions et pourquoi c'est aussi critique de décentraliser les décisions. Nous verrons ensuite que finalement cette équipe autonome, une bonne métaphore de le décrire, c'est la start-up d'entreprise à l'intérieur d'une plus grande entreprise. Puis nous rentrerons dans le concret, dans le comment faire, avec déjà un aspect très important, c'est définir la raison d'être de l'équipe, et puis enfin, comment faire pour être autonome alors qu'on évolue dans un écosystème plus large, toute l'entreprise justement. Un moyen de voir le problème que rencontre cette équipe, c'est de mesurer la fluidité du process. Que concrètement, les sujets avancent vite, sans blocage. Si vous voulez briller en société, on aime bien appeler ça le flow. Concrètement, comment on va mesurer la fluidité du process? Eh bien, on va mesurer ce qu'on appelle le temps de cycle. C'est le délai entre le fait qu'on ait une idée, qu'on commence à travailler dessus, et la mise à disposition entre les mains des utilisateurs, qu'on ait vraiment tout terminé. On pourrait appeler ça aussi le time to market. Et cette notion-là, on y revient, on l'a déjà introduit plus tôt dans cette série, l'équipe Panda l'a déjà vécu. Quand déjà on parlait de la qualité, de l'importance de bien faire les choses. Là, ce que vit l'équipe Panda, c'est par rapport à son designer qui n'est pas disponible, qui n'est pas réactif. Dans beaucoup d'équipes, on a exactement la même chose, la même dynamique, avec le test, la validation qui arrive en bout de chaîne. On développe des choses très vite et puis ça traîne, c'est bloqué, on met beaucoup de temps à effectivement vraiment terminer les choses. Ou encore plus loin que la validation, ça peut être aussi avec la gestion des serveurs, de la mise en production elle-même, ce qu'on appelle souvent les ops, la gestion des opérations. En fait, pour toutes les compétences, on peut avoir le souci et le temps de cycle va nous permettre de voir que, oui, il y a un blocage, on est lent, etc. Regardons justement comment l'équipe Panda met en place la mesure de son temps de cycle. Ok, tu sais, tu nous as parlé du temps de cycle, machin, tout ça, mais comment on fait en pratique? Écoute, c'est pas compliqué en soi, hein. On veut mesurer la différence entre le début et la fin. On pourrait outiller tout ça, hein, mais une première approche toute simple, hein. Quand on commence à travailler sur un sujet, y compris les réflexions en amont, on a déjà commencé à travailler quand on commence à réfléchir dessus, donc on va noter la date de début, et puis quand on a fini, quand on l'a vraiment fini, quand on l'a mis entre les mains des utilisateurs, pareil, on note la date de fin, et puis après coup, on va reprendre les deux dates, on va faire la différence, et voilà, la différence, on a le temps de cycle pour ce sujet, on va faire la même chose pour tous les sujets.
À la fin, bah, on va faire des moyennes, etc. pour avoir notre temps de cycle moyen. Éventuellement, on met ça dans un tableur pour outiller, pour le visualiser, pour faire les moyennes. Et puis, bah voilà quoi. Mesurer le temps de cycle, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le plus difficile, finalement, c'est de comprendre ce que c'est, tout simplement. Une fois qu'on a compris ce que c'est, c'est plutôt facile à mettre en place. Si vous avez un outil numérique pour faire le suivi de vos tâches, etc., très souvent, il va vous permettre de calculer ce qu'on appelle le CFD, le Cumulative Flow Diagram. Désolé pour l'accent anglais, j'ai pas vraiment essayé, là, j'avoue. Ça va être un graphique qui va agréger justement ces données de temps de cycle, de temps passé dans chaque étape et de blocage, qui va permettre de voir à un instant donné combien d'éléments sont en cours de processus, et donc de visualiser le temps de cycle, mais également son évolution. Voilà un exemple donc de Cumulative Flow Diagram. Celui-là, il est tiré de l'outil Ice Scrum. Voilà, c'est vraiment une manière très visuelle de voir la fluidité d'un process. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite comment l'utiliser. On va vous mettre des liens complémentaires dans l'article compagnon. Vous pouvez aller sur scrumlife.tv/mini-startup tout attaché. Voilà, et vous creuserez à la fin de l'article, on vous mettra différents liens. C'est un outil vraiment très intéressant. Ajoutez-le à votre trousse à outils. Maintenant que l'équipe Panda a mis en place ces indicateurs, eh bien, leur product owner va utiliser ces arguments pour aller convaincre le patron. Oui, dis-moi, je voulais te voir pour éclaircir un petit point là ensemble. Là, on a un vrai souci d'orga avec la disponibilité de Patrick, là, le designer. Bah, tu vois, là, on l'a modélisé hein, pour sortir les visuels des 3 dernières fonctionnalités. Bah, ça a mis 3 semaines. Alors qu'en fait, le temps de travail effectif, c'était quelques heures, hein, une demi-journée, pas plus. Tout le reste, c'est de l'attente. Alors oui, même s'il est super volontaire, il n'y a pas de problème avec ça, mais le mode de fonctionnement qu'on a fait qu'il a toujours une itération de retard par rapport à ce que nous on a fait et les retours qu'on a eus. Il lui faut le temps de réagir. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il a d'autres tâches, il a d'autres choses à faire. Oui, non, il ne traîne pas, mais il faut vraiment qu'on ait toutes les compétences au sein de l'équipe. Et là, c'est pas le cas. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir l'embaucher dans l'équipe en quelque sorte. Ça nous empêche vraiment de livrer, ça met en péril certaines itérations, hein, c'est risqué. Et sans compter que c'est quand même assez déprimant quand on rate quelque chose ou qu'on doit refaire quelque chose. Et puis ouais, ça coûte cher hein, de refaire à chaque fois. Ok, mais t'entends quoi par embaucher? Tu sais, c'est toi qui me l'as dit, hein, je suis le patron du produit, tout ça. Moi, je t'attends plutôt sur la stratégie produit, tout ça. Il me faut les moyens d'être ce patron, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ça a du sens, vous gagneriez du temps, il y aurait moins de délais, donc forcément ça réduit les coûts. Bon, par contre, ça va soulever quelques problèmes RH, hein. Il fait partie d'un autre service, un autre département, un autre budget. L'équipe a pu exprimer clairement et factuellement l'impact d'un fonctionnement où certaines compétences clés ne sont pas dans l'équipe. Cela démontre que seule l'équipe reste un silo et elle ne peut pas vraiment produire de valeur. En l'occurrence, elle récupère le design pour l'implémenter, mais elle n'est pas en mesure de réagir et de s'adapter en cas de besoin. Il n'est pas uniquement question d'avoir une équipe efficace, sans blocage. On veut également décentraliser la prise de décision sur le produit. Alors, pourquoi veut-on décentraliser? Regardons à nouveau l'équipe Panda. Après le réalignement que le product owner a provoqué avec le patron, maintenant elle a les moyens, en plus du mandat, pour prendre des décisions. Et ça ne tarde pas à avoir un fort impact sur leur capacité à produire de la valeur. Voici par exemple ce qui s'est passé dès la première semaine. Voilà qui conclut cette partie de la revue. Donc avant de passer à l'objectif de la semaine prochaine, je vous propose de nous dire ce que vous avez pensé des nouvelles fonctionnalités. Ah mais vraiment, c'est vachement bien. On sent que le produit, il évolue, il a de plus en plus de valeur. C'est presque palpable, hein. Et donc, pour la déclinaison des têtes de lit lumineuses, vous avez fait comme on a dit? Ah non, on a essayé ça, hein, mais ça fonctionnait pas. Hein. On a essayé en les combinant avec les différentes références qu'on avait donc de configurer en base de données, mais on sentait bien que ça serait dur à maintenir. Finalement, on est parti sur ce que vous avez vu là, hein, en utilisant le module de la page d'accueil, et franchement, ça marche pas trop mal. Hein. Les premiers retours qu'on a, ils sont top. Hein. Ah ouais, j'y avais pas pensé, hein. Bien joué. S'ils avaient dû demander à chaque fois, ils ne seraient peut-être pas allés bien loin. Dans ce qu'on vient de voir, la décentralisation des décisions au sein de l'équipe ont permis de prendre plus de décisions, de les prendre plus rapidement, mais également de prendre de meilleures décisions. Voyons ça en détail.
Vous l'avez peut-être déjà lu, et je peux confirmer cette sensation de par mon expérience, sur 10 idées sur le produit, seulement 3 vont améliorer la performance, 3 vont même la dégrader, et 4 seront sans effet significatif. Il faut donc mieux tester un maximum d'idées afin de découvrir quelles sont les bonnes. Alors que quand on centralise la prise de décision, eh bien, on ne peut tester que quelques-unes de nos idées. Et vous avez donc moins de chances de tomber sur une bonne idée. Et sur le papier, toutes ces idées, elles avaient l'air bonnes, hein. Ce n'est qu'une fois sur le terrain qu'on a pu voir leur impact. Vous voulez donc avoir un maximum d'idées, tester un maximum de choses. D'où l'importance d'itérer vite. Nous l'avons déjà dit précédemment, sans excellence technique, impossible d'itérer vite. Et dès lors, impossible de construire un excellent produit. On veut donc aussi décentraliser les décisions pour prendre plus rapidement les décisions. Beaucoup d'opportunités ont une valeur qui se dégrade rapidement dans le temps. Si on prend la décision vite, on peut tirer beaucoup de valeur. Mais si on prend la décision lentement, ce n'est même pas la peine d'en parler. L'opportunité a déjà disparu. Prendre rapidement des décisions, c'est un réel accélérateur de la performance d'un produit. Et enfin, prendre de meilleures décisions. En effet, bien qu'une vision extérieure ait de la valeur, il est plus logique de faire prendre les décisions par celles et ceux qui sont sur le terrain. Et comme ces personnes ont parfois un point de vue systémique plus restreint, c'est aux patrons et autres dirigeants, mais aussi aux experts, de communiquer les éléments globaux permettant à l'équipe de prendre les bonnes décisions. Bah oui, il ne suffit pas de donner le pouvoir de décision, il faut aussi donner les moyens et les connaissances. Et d'ailleurs, on va voir plus tard dans la vidéo comment une équipe peut prendre efficacement des décisions. Bref, il faut décentraliser les prises de décision pour générer plus de valeur, saisir des opportunités et créer un meilleur produit. C'est ainsi que nous pouvons être amenés à comparer une équipe produit à une start-up. Nous allons alors parler souvent d'une start-up d'entreprise. Comme la plupart des startups, l'équipe produit se concentre sur un besoin précis à combler et se spécialise dedans en évoluant avec ses utilisateurs. Cette sorte de mini-entreprise, si on regarde le fonctionnement préconisé d'une équipe Scrum, nous sommes totalement dans cette idée. Encore plus avec la version 2020 de Scrum qui a choisi de parler d'équipe autogérée plutôt que d'équipe auto-organisée. En anglais, self-managed au lieu de self-organized. C'est à notre avis un message fort ce changement, car dans l'esprit, la gestion implique beaucoup plus de choses que l'auto-organisation. En plus de vous organiser comme vous voulez pour accroître votre production de valeur, vous devez prendre des décisions fortes et impactantes. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, là où le Product Owner prend des décisions stratégiques sur le produit et les experts des décisions techniques. Et ensemble, ils gèrent le reste. Cela peut être leur budget par exemple. Ainsi, qui d'autre que l'équipe Panda est le mieux placé pour juger de la pertinence d'une dépense sur leur produit, comme le coût de l'hébergement de leur solution? Ah, dis donc, t'as vu, le serveur il est surchargé là? Ah ouais, grave, c'est vrai qu'on a pas mal d'utilisateurs maintenant. Dis donc, Louis, tu penses que ça serait jouable là d'augmenter la capacité du serveur? Oui, on doit pouvoir le faire, hein, surtout qu'on est en train de vraiment monter en charge niveau utilisateur. Et vous avez grave raison de vous préoccuper de ça, hein. Tu m'avais parlé de quoi? De doubler le prix de l'hébergement, c'est ça? Carrément, et faut pas hésiter, hein. Cela peut vous sembler inenvisageable de laisser la main aux équipes sur le budget. Une approche courante consiste par exemple à fixer des paliers de validation. En dessous d'un certain montant, pas besoin de validation en dehors de l'équipe, on fait confiance. Et l'équipe est autonome, elle est réactive, elle peut saisir des opportunités. Et sur le fond, c'est souvent une question de calcul de retour sur investissement. Est-ce que la dépense vaut le coup? Ce type de calcul, les équipes sont tout à fait capables de le faire. Et ce sont même généralement les équipes qui ont les meilleures informations pour prendre la bonne décision, parce qu'elles sont dedans justement. Évidemment, dès lors qu'on leur donne tous les éléments de contexte, bien entendu. Sinon, oui, elles ne prendront peut-être pas les bonnes décisions, mais on leur a pas tout dit. On donne donc plus d'autonomie aux équipes. Et au final, la gouvernance, comment on va piloter l'organisation, eh bien, elle est encore plus facile. Bien sûr, on va piloter avec un focus business. C'est vraiment fondamental. C'est ça qu'on va emmener, c'est ça qu'on va insuffler dans les équipes. Ce qui d'ailleurs va permettre à l'équipe de faire les bons découpages et justement de saisir des opportunités. Ce focus business qu'on va vouloir insuffler dans les équipes, il se pilote très bien par ce qu'on appelle les OKR. Les OKR, Objectives and Key Results, c'est un mode de pilotage qui repose sur la définition et la mesure d'objectifs et de leurs résultats.
On en parlera bientôt sur la chaîne avec une des références francophones sur le sujet, Anne Gabriag. Les OKR, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail pour vous l'expliquer, mais sachez que c'est aussi un outil à connaître. Si vous ne le connaissez pas, on vous met plein de liens dans l'article compagnon, scrumlife.tv/mini-startup tout attaché. Voilà, creusez le sujet, faites votre veille. Encore une fois, c'est un bon outil à connaître. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut aussi se rendre compte que l'autonomie, ce n'est pas non plus l'autarcie. Tout d'abord, en tant qu'équipe, on doit être ouvert, transparent. Tout le monde doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait, mais plus largement, on apprend à s'intégrer dans le reste de la boîte. Dit autrement, l'entreprise, l'organisation, c'est un écosystème à part entière dont l'équipe fait partie. Donc oui, l'équipe est autonome, mais c'est pas pour autant qu'elle est toute seule. Elle a des contraintes, elle a des responsabilités, et elle fonctionne, elle doit s'intégrer dans cet écosystème. Avant de voir comment être autonome dans un écosystème, il est important de définir pourquoi l'équipe existe. Si vous ne savez pas pour qui vous faites un produit, ni comment vérifier vos hypothèses et vos décisions, vous ne pouvez pas savoir si vous réalisez le bon produit et si vous vous accomplissez en tant qu'équipe. Voici quelques exemples de questions à éclaircir. Commencez par vous demander qui est votre utilisateur ou client. Ça peut paraître trivial, mais parfois ce n'est pas simple de répondre à cette question pourtant essentielle. Et ce ne sont peut-être pas les mêmes personnes d'ailleurs. Est-ce un client interne, comme on en parlait dans le précédent épisode? Est-ce que votre utilisateur est le client final? Ensuite, vous devriez être sûr de comprendre comment vous parlez à vos utilisateurs. Par quel canal vous pouvez leur passer de l'information sur la construction du produit, mais aussi, et bien sûr, comment vous pouvez récupérer leur retour. Et enfin, et surtout, quelle est la vision de l'équipe? Pourquoi vous existez en tant qu'équipe? Tout cela doit bien sûr être partagé avec toute l'équipe, mais pas uniquement. Voyons maintenant comment vous structurez pour être une équipe autonome. Avant ça, si vous aimez le contenu de cette vidéo, pensez à nous le faire savoir, tout simplement, en mettant un pouce et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que si vous partagez cette vidéo avec quelqu'un qu'elle pourrait intéresser, vous pouvez utiliser le lien de partage pour qu'elle ait la vidéo pile au moment où vous voulez? Bref, continuons. Nous vous conseillons de définir rapidement le niveau d'autonomie de l'équipe. Bah oui, qu'est-ce que ça veut dire autonomie dans votre contexte? Quelles sont les responsabilités prises par l'équipe, la finance du produit et de l'équipe, la maintenance, le recrutement ou autre chose? Bien sûr, cela reste évolutif de toute façon, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, mais ça peut être pas mal de se donner une cible et de prendre des actions pour avancer vers celle-ci petit à petit. Ça peut être difficile de décentraliser les décisions. Souvent, il y a cette conviction que l'équipe n'arrivera pas à prendre de décisions. Et en effet, il n'est pas toujours facile de prendre des décisions en équipe. Pour vous aider, vous pourriez essayer différents modes de prise de décision en groupe, comme le consentement, le systémique, le processus consultatif ou le jugement majoritaire. Ce dernier est mon préféré en ce moment, car il permet de prendre des décisions rapidement en limitant les biais et les jeux politiques. David Loab, dont on a déjà parlé, en parle dans une vidéo et je vous encourage vraiment à aller la voir. C'est un outil à connaître pour aider votre équipe ou les équipes que vous accompagnez. Vous trouverez bien sûr dans l'article qui accompagne cet épisode le lien vers cette vidéo et ainsi que d'autres pour vous renseigner sur ces systèmes. Rendez-vous sur scrumlife.tv/mini-startup. Et la place des experts dans l'équipe, qui fait quoi? Pour avoir une bonne vision, vous pourriez faire une sorte de matrice des compétences qui intègre aussi les envies d'apprendre de chacun par rapport à tous les domaines nécessaires pour construire votre produit. Cela peut être des compétences techniques, mais aussi des compétences plus générales, comme des compétences juridiques, marketing, etc. Et en le faisant faire à tout le monde et en les superposant, vous pourrez voir si toutes les compétences nécessaires sont représentées dans l'équipe. Et si ce n'est pas le cas, vous le voyez et vous pouvez agir. Et que fait-on des experts externes à l'équipe? Première option, tout simplement, on les intègre dans l'équipe. C'est justement ce que va faire l'équipe Panda avec son designer. Elle va le recruter à proprement parler dans l'équipe. Il sera à temps plein, ce sera son seul focus. Même si cela reste toujours la solution à favoriser toujours d'avoir toutes les expertises dans l'équipe, on peut parfois être dans des situations où ce n'est pas la meilleure option, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas possible d'avoir des experts dans chaque équipe et donc on va avoir des experts qui seront partagés dans la boîte, dans toute l'entreprise, qu'on va solliciter ponctuellement. Et pour ces personnes et équipes transverses, il doit s'opérer un véritable changement d'état d'esprit, passer justement vers l'esprit de service. Ce sont des équipes en support, des équipes produits. Une manière de l'illustrer, ça pourrait être la ville. Lorsqu'on construit une ville, on fait en sorte que
chaque maison, chaque immeuble soit autonome, malgré tout, il y a quand même tout un tas de dépendances par rapport à la ville elle-même, le tout à l'égout, l'électricité, etc., etc. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme d'urbanisme qu'on peut retrouver dans d'autres contextes que l'aménagement de ville. Encore une fois, l'organisation dans sa globalité, c'est un écosystème. Les équipes sont autonomes, s'intègrent dedans, doivent fournir des choses et on leur fournit aussi des services pour qu'elles soient plus efficaces, justement. Une manière de le dire pour ces experts, c'est qu'on se place en mode client-fournisseur, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, on est là pour vous aider, on est là pour vous donner des moyens d'aller plus loin, plus vite. Évidemment, le choix entre intégrer les experts dans les équipes ou de les avoir en équipe transverse, c'est une question qui est très contextuelle. En ce qui concerne l'équipe Panda, lorsqu'ils doivent mettre à jour leurs conditions générales de vente pour bien mentionner comment les données des clients sont traitées, par exemple, lors des gravures, le juridique, c'est un sujet important, mais un peu annexe pour l'équipe. Donc là, ça a bien marché d'avoir l'expert externe à l'équipe avec lequel on va travailler ensemble. Encore une fois, et toujours dans une posture de mentorat, il est là pour insuffler une sensibilité à l'équipe, former l'équipe, accompagner l'équipe. Mais si cette équipe Panda était plutôt dans le domaine du juridique, dans ce cas-là, ça serait sûrement une très bonne idée d'intégrer directement, à temps plein et de manière permanente, un expert sur les questions juridiques dans l'équipe. Dans tous les cas, on vise à faire en sorte que l'équipe devienne de plus en plus autonome sur ces sujets. À nouveau, si vous êtes un expert qui n'êtes pas directement dans l'équipe, vous devez vraiment avoir une posture de mentor. Souvent, il faut aussi savoir fonctionner à plusieurs équipes. Et c'est possible de rester autonome dans ce cas ? Eh bien oui, et c'est même sûrement encore plus indispensable pour être efficace. Il y a des moyens de s'organiser pour ça. Par exemple, l'atelier rôles et responsabilités que nous vous avions présenté sur cette chaîne. En le faisant entre équipes, vous pourrez définir justement quelle équipe prend quelle responsabilité, quel rôle. Et je vous invite à aller voir cette vidéo aussi qui parle de l'importance d'expliciter les interfaces entre les équipes et bien sûr d'être rigoureux avec. Faites aussi bien attention à l'importance de la definition of done, celle de votre équipe, mais également des autres équipes. On touche à nouveau à la notion de responsabilité respective de chaque équipe par rapport aux autres. Parfois, cela peut être plus compliqué d'être autonome quand on partage des composants techniques, par exemple, avec le reste de l'entreprise. On pourrait parler d'un système de connexion centralisé. L'équipe en charge de cette partie devrait alors le traiter comme un produit. C'était d'ailleurs le sujet de l'épisode précédent. Il existe des modes de fonctionnement qui sont applicables, quelle que soit la taille de votre entreprise. L'une de ces approches est l'inner source, qui consiste à appliquer les principes de l'open source, mais à l'intérieur de l'entreprise, en partageant vos sources et en faisant en sorte que n'importe qui dans l'entreprise puisse les modifier, bien sûr en toute sécurité. Cela fonctionne pour le développement logiciel, mais pas seulement. L'équipe Panda, même si elle est autonome, utilise et dépend justement de services fournis par d'autres équipes. Regardons comment elle gère cette situation lorsqu'elle démarre son sprint. Pour ce sprint, vu les derniers retours qu'on a eus sur le précédent, ce serait pas mal de se dire qu'on commence les meubles de cuisine. Ça pourrait être notre objectif, qu'est-ce que vous en dites ? Ah ouais, bah pour ça on va réutiliser le module des découpes qu'a fait l'équipe menuiserie, comme la dernière fois. Par contre, il faut qu'ils prennent en compte la nouvelle taille de tiroir, et ça je sais qu'ils l'ont pas encore fait. Oh non! Ça veut dire qu'on est bloqué. Donc il va falloir qu'on attende qu'il l'ait fait. Ça va nous décaler de combien d'itérations? Ça c'est important, ils nous l'ont dit pourtant. Bah attends, non en fait il n'y a pas besoin, on va le faire nous-mêmes. On a accès au code, on va faire la modif, on va leur soumettre. C'est une merge request, on en échangera s'il y a besoin, etc. Parce que l'organisation s'est structurée de façon à réduire au maximum les dépendances, plutôt que de chercher à les gérer, l'équipe n'attend pas après les autres et peut réagir et livrer de la valeur. Encore une fois, en toute sécurité, car leurs modifications seront soumises à des tests automatisés et une vérification humaine dans ce cas. L'équipe Panda trouve une façon de s'organiser qui lui convient, mais maintenant elle va faire face à d'autres problèmes. Son produit a du mal à trouver ses clients, il reste restreint à certains marchés et l'équipe veut aller plus loin. Il est donc temps pour elle d'avoir une autre approche et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. En attendant, un bon outil pour convaincre de l'efficacité des équipes autonomes peut être le VSM ou Value Stream Mapping dont on parlait dans cette vidéo. Il permet de visualiser le délai que prend la production de valeur, ainsi que d'où viennent les retards et les blocages. Cela concrétise bien l'intérêt de rendre les équipes autonomes. Pensez à vous abonner et à nous dire que vous avez apprécié cet épisode en le partageant et en mettant un pouce vers le haut. Portez-vous bien, ciao!